Compétitivité prix insuffisante, difficulté à monter en gamme, force de frappe à l'export réduite par rapport à nos voisins allemands ou italiens. Les raisons de la dégradation inexorable du commerce extérieur depuis le début des années 2000 sont connues. Mais à ces raisons, mon invité en rajoute une nouvelle pour compléter le constat. Il s'agit des difficultés managériales des PME françaises. Bonjour Stéphane Boursieux. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe ESC Dijon-Bourgogne et ces difficultés, erreurs managériales font l'objet du dernier chapitre de votre livre, Commerce extérieur, anatomie d'un mal français, publié chez MPE. Alors d'abord, la première question, c'est est-ce qu'il y a des difficultés ou des erreurs d'ordre culturel ? Alors plus que d'ordre culturel, je parlerai d'erreurs de nature interculturelle. Interculturel. À deux niveaux. Premier niveau, c'est peut-être une tarte à la crème de le dire, mais c'est une réalité. Il y a un problème français lié aux langues. On le voit dans toutes les enquêtes. L'enquête la plus évidente, c'est l'enquête Eurobaromètre qui paraît tous les 5 ans auprès de plus de 7000 PME en Europe, dont 404 PME françaises pour la dernière enquête. Et la France apparaît 30e sur 32 pays étudiés pour l'importance des langues dans les entreprises. En tout cas, dans la vision que les entreprises ont des langues. Ça veut dire que très clairement, nous n'avons pas fait le deuil du français comme étant une langue aujourd'hui n'ayant plus de vocation mondiale en termes de business. Et ça, c'est un problème majeur parce que comment aller conquérir le monde, comment aller échanger de par le monde quand on n'est pas capable de s'exprimer et d'échanger avec une langue aujourd'hui des affaires qui clairement est l'anglais. Oui, donc il en découle un manque de vision dans la stratégie à l'export. Alors, il en découle une deuxième dimension déjà par rapport à la dimension interculturelle qu'on évoquait au départ, qui est le fait que les Français, pendant très longtemps, c'est en train de changer, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ont été des gens plutôt casaniers et sont des gens qui ont une vision interculturelle relativement limitée quand il s'agit de conquérir les marchés à l'international. Je ne parle pas des grands groupes, je ne parle pas des grandes entreprises françaises, les Total, oui, on est sur les les Danone, PME, qui eux, très clairement, aujourd'hui, ont tout compris de la mondialisation, sont dans des vraies logiques interculturelles où le travail se fait en anglais. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais du côté des PME françaises, il y a un réel besoin de travailler cette ouverture interculturelle en allant chercher des collaborateurs de cultures différentes, en allant chercher des gens, recruter des jeunes qui ont une expérience de stage, de séjour académique à l'international pour pouvoir mieux comprendre les marchés. Mieux comprendre les marchés et pour pouvoir pénétrer ces marchés. Ce n'est pas avec une culture franco-française qu'on peut conquérir des marchés comme la Chine, comme l'Inde, comme la Thaïlande, comme l'Indonésie. Il faut avoir une compréhension de la culture locale et ça, c'est un vrai manque dans la culture française. Est-ce qu'il faut repenser le mode de gouvernance des PME ? Est-ce qu'il faut mettre fin à certaines spécificités dans l'organisation managériale des PME ? Alors ça, c'est une autre dimension qui effectivement est probablement très problématique dans les PME françaises. Les PME françaises sont des PME très centrées sur leurs dirigeants, où la majeure partie du capital est détenue par le dirigeant, éventuellement sa famille, mais dans une logique qui est une logique de concentration du capital. Or, le problème de l'international, c'est un problème de prise de risque, et de prise de risque avec des moyens importants. Si on veut se déployer à l'international, il faut des moyens. Et ces moyens, ils vont mettre du temps avant d'avoir un retour sur investissement. On ne va pas conquérir des marchés en 6 mois ou en 1 an. Il faut parfois 2, 3, 4 ans de prospection, de mise en œuvre pour pouvoir conquérir ces marchés. Ça veut dire que pour cela, il faut de l'argent. Les banquiers, ils sont là pour prêter, mais ils ne sont pas là pour prendre un risque. Donc ce n'est pas eux qui vont financer, ou rarement ou insuffisamment financer ce développement à l'international, cette prospection à l'international. Ça veut dire que pour pouvoir financer ces activités internationales, il faut ouvrir le capital. Tout simplement. Et ce n'est pas là encore dans la culture française. Les dirigeants de PME français aiment bien avoir une maîtrise du capital et malheureusement, on a des entreprises qui sont sous-capitalisées, qui n'ont pas de fonds propres en quantité suffisante, d'une part parce qu'il n'y a pas suffisamment d'actionnariat, d'autre part parce que comme elles ne dégagent pas assez de marge, elles ne dégagent pas assez de capacité d'autofinancement, donc de réserves, donc de fonds propres. Et tout cela fait qu'elles ne peuvent pas prendre des risques pour aller conquérir des marchés qui souvent peuvent être des marchés à risque. L'export, ce n'est pas d'aller en Allemagne ou en Belgique. L'export, c'est d'aller aujourd'hui dans des pays comme le Kazakhstan, d'aller dans des pays comme l'Inde, d'aller dans des pays comme évidemment la Chine, qui sont des pays avec un niveau de risque élevé, avec un niveau d'investissement élevé, avec un retour sur investissement potentiellement élevé, mais à moyen long terme. Donc il faut des fonds propres pour pouvoir le faire. En ce qui concerne le financement, je voudrais que l'on parle des aides à l'export. La France est un des pays qui aide le plus les PME à l'export. Alors comment expliquer que ces dispositifs ne prennent pas ? Clairement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors pourquoi ? Ça ne marche pas. Aujourd'hui, 3% des exportations françaises sont subventionnées contre 1,2% en Allemagne et 1,7% en Italie, dont on pourrait dire qu'elle est une économie un peu comparable à la nôtre, mais bien plus performante que la nôtre à l'export. Ça ne marche pas d'abord parce que les aides sont diluées. Ensuite, parce que les aides jouent un phénomène masquant qui est celui de donner l'impression qu'on est compétitif à l'export alors qu'on ne l'est pas sur la vérité des prix.
On l'a bien vu dans le domaine de la filière ovine et de la filière du poulet, en l'occurrence en Bretagne, il y a quelques mois, hein, une filière qui était sursubventionnée sur la PAC, qui lui permettait d'exporter un produit bas de gamme congelé dans les pays du Moyen-Orient. Et le jour où les subventions de la PAC sont tombées, toute cette filière du poulet en Bretagne est tombée et a perdu toute compétitivité. Donc ça veut dire qu'on a des subventions qui ne sont pas forcément aux bons endroits, qui vont plutôt aller non pas sur des filières concentrées, qui sont les filières les plus performantes, mais être un peu dispersées, souvent aussi soutenir, et ce n'est pas toujours une nécessité, les plus faibles. Résultat, ça va masquer notre manque de compétitivité et donc au contraire accentuer l'incapacité des entreprises françaises à aller sur les marchés en jouant avant tout sur la compétitivité de leurs produits et pas simplement sur des subventions ou sur le fait de bénéficier de l'aide de l'État. Mais vous parlez de culture française de la subvention. Cette culture, on l'a un peu partout. On a tendance naturellement en France à avoir une intervention du public, qu'elle soit d'ailleurs au niveau de l'État, qu'elle soit au niveau des régions, qu'elle soit au niveau de l'ensemble des dispositifs. Alors on est en train d'assister à une fusion de tous les dispositifs. Mais pendant longtemps, on a eu l'AFI d'un côté, UbiFrance de l'autre, les CCI qui intervenaient, les conseils régionaux qui intervenaient, les conseillers du commerce extérieur, les chambres de commerce françaises à l'étranger. Bref, tout le monde intervenait sur tout, sans forcément une grande lisibilité, surtout pour les dirigeants de PME qui ont peu de temps à passer pour ça. Et donc, il y avait un effet de saupoudrage des responsabilités et effet de saupoudrage des subventions qui fait qu'on mettait certes beaucoup d'argent, mais avec une productivité limitée. Alors, quand on parle de performance à l'export, on cite souvent comme exemple l'Allemagne ou l'Italie, je le disais en introduction, des pays qui ont finalement cette culture de la chasse en meute, entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas en France? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à jouer collectif? Je crois qu'il y a... D'abord, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas que l'Allemagne. L'export, certes, l'Allemagne fait des excédents commerciaux absolument considérables, mais les Italiens aussi. Et autant on peut à un moment donné être saturé d'entendre dire les Allemands sont meilleurs que nous, les Allemands sont meilleurs que nous, mais je pense que si on raisonne en se comparant à d'autres latins que sont les Italiens sont un excellent exemple de PME ultra compétitives à l'international, qui sur leur marché national se battent entre elles. Très clairement, elles vont être en compétition sur leurs marchés nationaux. Par contre, à l'international, ces PME ont compris qu'elles n'y arriveraient que si elles y allaient ensemble. Ça veut dire qu'elles se structurent en ne se considérant plus comme concurrents, mais en ayant une offre où globalement il vaut mieux tous vendre et conquérir un nouveau marché, plutôt que d'y aller chacun dans son coin, de dépenser des ressources sans forcément avoir des résultats. Et pourquoi on n'arrive pas à instaurer ce type de culture en France, on va dire, de la chasse en meute? Si on avait tous les leviers aujourd'hui, je pense qu'on aurait trouvé une part importante de la solution. Je pense qu'il y a d'abord une culture de l'individualisme qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le modèle de gouvernance où le dirigeant croit en lui, avant tout, plus qu'en les autres, et donc n'a pas tendance à ouvrir. Il n'a pas tendance à ouvrir son capital, comme il n'a pas tendance à ouvrir son capital confiance à des gens qui sont des concurrents en France pour y aller ensemble. Or, je pense que les entreprises ont tout intérêt à avoir une offre plus large, plus diversifiée ensemble, même s'il s'agit de partager un gâteau. À partir du moment où le gâteau est plus gros, c'est beaucoup plus intéressant. Deuxièmement, on a eu longtemps du mal à structurer notre organisation de filières ou de clusters. Alors les pôles de compétitivité, ça fait 10 ans qu'ils existent, mais commencent à changer ces phénomènes-là. C'est-à-dire qu'on commence à voir maintenant, à travers les pôles de compétitivité, des offres qui se structurent plus, qui intègrent toute une filière ou qui intègrent tout un secteur, qui font que plusieurs acteurs ont compris qu'ils avaient intérêt à travailler ensemble. Et ça, c'est la clé du système. L'autre élément, c'est qu'on a souvent tendance aussi en France à opposer les grandes entreprises aux PME. Il y a cette culture d'opposition entre grandes entreprises et PME. Nos grandes entreprises ont conquis le monde. Contrairement à ce qu'on pourrait dire, nos grandes entreprises ont pris depuis très longtemps le tournant de la mondialisation et bénéficient pleinement de la mondialisation, mais elles n'entraînent pas suffisamment derrière elles les PME. Et là, il y a tout un travail d'articulation qui reste à faire, qui reste à trouver. Alors, on essaye de mettre en place des choses avec du portage, des choses comme ça, mais il y a vraiment un modèle qui est à inventer pour que les PME soient véritablement soutenues par les grandes entreprises et que les PME entre elles acceptent de travailler ensemble. Quitte à ce que, quand vous avez 3, 4, 5 concurrents qui finalement en France sont sur le même marché, quitte à ce que ces 4 ou 5 entreprises mutualisent leurs moyens pour aller à l'international. Au lieu d'avoir chacun un commercial dans leur coin, s'ils ont une équipe commerciale, au lieu de faire chacun 3 salons, s'ils vont faire 20 salons tous ensemble, eh bien, ils ont une autre force de frappe que chacun dans son coin. Je voudrais conclure, Stéphane Boursieux, en évoquant la conjoncture actuelle. L'euro baisse, les prix des matières premières baissent également. Est-ce que finalement, on ne peut pas imaginer une amélioration très prochaine de nos performances à l'export? En 2012, on a touché le fond.
On a touché le fond, 74 milliards d'euros de déficit commercial fin 2011. C'était le record absolu. Et à l'époque, les politiques disaient, il y a 3 raisons pour lesquelles on a touché le fond. C'est parce que l'euro est trop élevé. C'est parce qu'on est obligé d'acheter du pétrole. On n'en a pas, c'est quand même pas de notre faute. Et parce qu'on a la compétence des pays à bas coût de main-d'œuvre, en particulier la Chine. C'était des vraies raisons, mais des fausses excuses. Aujourd'hui, l'euro a baissé. Il n'a jamais été aussi bas depuis de nombreuses années. Le pétrole a baissé dans des proportions considérables. Et les salaires en Chine montent tous les ans d'entre 10, 15, 20%, ça dépend des villes. Ça veut dire que les 3 fausses excuses que l'on donnait en 2011, elles ne sont plus valables aujourd'hui. Pour autant, est-ce que le commerce extérieur français va redevenir excédentaire? Je crois qu'il ne faut pas rêver. Le problème principal du commerce extérieur français, ce ne sont pas ces 3 fausses excuses qui sont des bonnes raisons. La raison fondamentale, c'est la compétitivité de nos entreprises. Et aujourd'hui, les réformes qui ont été engagées vont sans doute améliorer un peu la compétitivité de nos entreprises. Il y a des émissions sur Xerfi Canal qui le démontrent. Néanmoins, je pense qu'on est encore loin sur un marché qui est un marché ouvert. Il ne faut pas oublier que la mondialisation, c'est tout le monde sur le même terrain de jeu, hein, et tout le monde sur la même ligne de départ. Le fait est que je pense qu'aujourd'hui, même avec un euro faible, même avec un pétrole bas, même avec une compétitivité moins forte d'un certain nombre de pays, nous resterons avec un déficit commercial moins fort. C'est une très bonne nouvelle, mais il ne faut surtout pas que ces 3 marqueurs nous exonèrent de faire les réformes de compétitivité qui feront que demain, parce qu'on aura des produits plus innovants, parce qu'éventuellement on aura un coût du travail moins cher, parce qu'on aura une meilleure compétitivité prix et hors prix, on pourra rétablir notre commerce extérieur. C'est ça l'enjeu. Et ces baisses-là ne doivent pas nous exonérer des réformes que nous devons faire maintenant. Plus d'excuses donc. Stéphane Boursieux, merci. Je rappelle la parution de votre livre « Commerce extérieur, anatomie d'un mal français ». Merci Stéphane Boursieux. Merci à vous.